trouées sont assez spécifiques d'une atteinte, des VADS. On peut voir bien évidemment des nodules qui ne sont pas troués. Voilà, on va parler maintenant un petit peu de l'évaluation thérapeutique, de la surveillance et du récidive. Donc, monsieur Réponse, qu'on a rapidement évoqué tout à l'heure, c'est un patient de 53 ans, je ne l'ai pas présenté, mais il n'a aucune intoxication alcoolo-tabagique. Donc, contrairement à ce qu'on pense, il y a quand même des patients qui n'ont aucune intoxication alcoolo-tabagique. Et ces patients-là sont, dans la quasi-totalité des cas, des patients qui sont P16+. Cliniquement, il n'y a pas d'atteinte de la commission intermaxillaire, pas de franchissement de la ligne médiale, pas d'atteinte de la margelle laryngée. Cliniquement, il y a une adénopathie. Donc ce patient a bénéficié d'une chirurgie et d'une radiothérapie adjuvante. On évalue la réponse à 3 mois de la radiothérapie. On reviendra sur les délais, mais je pense que vous les connaissez tous. Donc ce patient, donc une atteinte du sillon amygdaloglosse, une adénopathie qui est volumineuse, et vous voyez une réponse complète. Alors, une réponse complète parce qu'il a été opéré, et vous avez tous remarqué qu'il a été opéré. Pourquoi? Parce qu'il y a de la graisse ici, et c'est tout simplement l'involution graisseuse du lambeau. C'est un lambeau qui était antébrachial, donc un antébrachial, c'est ce qu'on appelle le lambeau chinois, c'est un lambeau libre, et vous voyez, c'est un tout petit lambeau, mais on voit bien que c'est un lambeau, ça répond bien, il n'y a pas de souci au traitement. L'adénopathie kystique que je vous avais montré au tout début, vous voyez, elle répond parfaitement. Donc on n'a pas de difficulté là-dessus. Alors c'est malgré tout un patient qui a eu un curage. Et d'ailleurs, vous pouvez voir qu'il a un curage parce qu'il lui manque un muscle de ce côté. En post-traitement, il y a des choses qui sont importantes à savoir, c'est que tous ces traitements vont entraîner des changements morphologiques dans la région, notamment de l'œdème, d'un point de vue morphologique, d'un point de vue métabolique, il va y avoir de l'inflammation, et donc on risque de trouver de la fixation sans masse et qui diminue dans le temps. Donc quand on a une fixation, il faut vraiment être vigilant à rechercher une masse en dessous. Morphologiquement, il faut être certain qu'il n'y a rien de particulier en dessous. Les remaniements chirurgicaux, alors évidemment, on peut voir des lambeaux, des prothèses ou des clips. Là, une involution graisseuse avec un patient qui avait été opéré longtemps, je ne me souviens plus du délai, mais ça se compte en années. Donc vous voyez ici une involution graisseuse complète du lambeau qui ne fixe pas. Donc pas de questions à se poser à ce niveau-là. Ici, une involution graisseuse pas encore complète. Vous voyez, il y a encore le lambeau de recouvrement, on voit encore du muscle. Donc c'est assez visible. Et ici, un patient chez qui on a fait l'examen, je crois que c'était 2 semaines après la chirurgie. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument aucune involution graisseuse pour ce patient. Et on peut voir aussi qu'il y a une fixation ici, c'est la fixation du lambeau qui est normale. En post-traitement, donc, on avait l'habitude de dire 12 semaines, 3 mois. Moi, je préfère dire 3 mois, effectivement, et c'est ce qui est recommandé dans les guides de bonne pratique. 3 mois, c'est facile à retenir, plus que 12 semaines. Mais les études se sont plus souvent basées sur 12 semaine, notamment cette méta-analyse qui montre les performances d'une sensibilité qui est nettement meilleure après 12 semaines par rapport à avant 12 semaines. Pourquoi est-ce que l'examen est plus performant? Parce qu'avant 12 semaines, il existe un risque de faux positif. Alors, intuitivement, même vous le savez, il y a de l'inflammation, donc ça n'a pas posé de problème. Par contre, il y a un risque de faux négatif, et ça, c'est plus difficile à comprendre. Pourquoi est-ce qu'il y a un risque de faux négatif? Alors, on ne le sait pas vraiment, mais il y a plusieurs hypothèses qui ont été avancées, notamment celles des dommages qui sont vasculaires et qui sont liés à la radiothérapie, mais aussi une atteinte des transporteurs de glucose liés à la chimiothérapie. Donc ça, ce sont des pistes de réflexion pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a ce risque de faux négatif. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas d'image à moins de 3 mois? Regardez ici un ganglion qui apparaît à J15, qui n'existait pas avant le traitement. Donc, bon, on va le rendre comme évidemment douteux, on ne va pas pouvoir en dire grand-chose, et on va dire aux cliniciens à contrôler 3 mois après la fin de la radiothérapie. Donc, c'est un examen qui ne sert à rien. On n'en a pas parlé, mais je voulais mettre cette petite diapo juste pour vous rappeler que 30% des fixations thyroïdiennes sont cancéreuses. Donc, quand on voit une fixation thyroïdienne de manière fortuite, écocito, de manière systématique. Monsieur Thau, donc vous vous rappelez Monsieur Thau. Monsieur Thau, c'est notre premier patient qui avait été adressé pour des adénopathies primitives cervicales droites. Il a été il a été irradié et son irradiation a été potentialisée par du cetuximab et on évalue la réponse à 3 mois. Donc une réponse complète du sinus piriforme droit, une fixation cricoïdienne qu'on a considérée comme physiologique parce qu'elle est homogène et qui sont certainement liées à des remaniements inflammatoires post-radiques. Une réponse complète de l'amygdale droite, et cette diapo est vraiment importante parce que je l'ai mis ici, notez l'œdème majeur. Regardez l'œdème qu'il y a une
quasi-obstruction de la filière, avec un œdème. Alors, je ne sais pas s'il y a le scanner derrière, non, il n'y a pas le scanner. Il y a clairement une infiltration des tissus mous, et c'est important de savoir qu'il y a ces remaniements en post-traitement. Ici, une réponse complète de l'atteinte au niveau du 2B, mais par contre, une réponse incomplète, une réponse partielle au niveau du 2A. Donc, ce patient a bénéficié d'un curage derrière pour pouvoir maîtriser la maladie. L'évaluation thérapeutique, donc il y a une excellente valeur prédictive négative de l'ATEF après chimiothérapie. Et les performances diagnostiques pour certains auteurs sont supérieures pour la TEP injectée de contraste iodé par rapport au scanner injecté. Vous voyez, ce sont des chiffres qui sont quand même relativement importants. Donc, la question de la désescalade pour ces patients qui ont eu une radiochimiothérapie première ou pour lesquels on souhaite avoir une réponse de l'atteinte ganglionnaire, on ne sait pas encore si on peut se passer d'un curage si la TEP est négative après radiochimiothérapie. Alors il y a peut-être des travaux qui sont en cours là-dessus, mais en tout cas aujourd'hui on n'a pas de réponse claire, on n'a rien qui est particulièrement recommandé. Ça, c'est un algorithme qui avait été proposé il y a 10 ans, qui résume assez bien les choses par rapport à ces questions qui sont posées. Donc, est-ce qu'après radiochimiothérapie, on peut faire une désescalade? Alors, il y avait déjà ça qui avait été proposé, donc des ganglions qui sont infracentimétriques ou peut-être moins, ou qui ne fixent pas, on surveille. Si c'est plus d'un centimètre et plus, on propose un curage, et ensuite, ça dépend. Ici, une extension extracapsulaire, extraganglionnaire, donc tout ça, ça dépend ensuite en fonction des décisions. Et donc je le mets ici, déjà disant, on attendait déjà les résultats des études prospectives. Dans la surveillance, quelques chiffres pour avoir quelques généralités. Ce qui est proposé, est-ce qu'il y a l'intérêt d'une surveillance? Alors au-delà de 3 mois, hein, évidemment, c'est vrai que après 3 mois après le traitement initial, je pense que c'est tout à fait indiqué de faire une surveillance. Est-ce qu'il y a l'intérêt d'une surveillance systématique? Quels sont les délais? Alors il y a un débat entre une surveillance systématique à 3 mois, si la TEP est normale à 3 mois, pardon, je commence un peu à confondre des choses, pardon. Donc, est-ce qu'il y a un bénéfice à surveiller systématiquement les patients qui ont une TEP normale à 3 mois et d'autres équipes, comme celle du Mount Sinai ou même celle de Brest, je crois qu'on pourra en discuter après, proposent ça comme protocole de surveillance. Donc, ça aussi, c'est des choses qui sont encore un peu débattues. Néanmoins, on fait quand même des examens dans le cadre de la surveillance, et Antoine est parti, mais on en avait discuté avant. Ça, c'est un examen, alors il n'est pas injecté. Donc peut-être qu'il y aurait eu une prise de contraste ici, mais même malgré la prise de contraste, les radiologues auraient été embêtés, alors que nous, on n'a absolument aucun doute sur le fait qu'il y a cette récidive linguale, et qui a même d'ailleurs été prouvée histologiquement. L'intérêt de la surveillance aussi, c'est de découvrir des lésions synchrones. Dans la surveillance, hein, ce n'est pas un bilan initial, ça c'était un bilan de surveillance. Monsieur Thon, on revient à lui, donc on est en janvier 2018 maintenant. Ce patient, il a eu un curage assez étendu, avec sacrifice de la jugulaire interne, parce que, comme disait Alexandre Bozek, ça collait. Donc en mars 2017, on lui fait ce curage. On n'a pas fait d'irradiation parce qu'on était très proche de la radiothérapie. Dans le scanner de surveillance, il y a une adénopathie rétropharyngée. C'est pour ça que je voulais vous en parler dès le début. Cette adénopathie rétropharyngée n'a jamais récusé la chirurgie. Et pourtant, on la voit réapparaître ici. En périnodoscopie, il y a une récidive du sinus piriforme droit, et donc on fait l'extension de cette récidive. Ici, on voit difficilement une prise de contraste. Alors ça, c'est un scanner qui a été fait chez nous. Je crois qu'il n'avait pas été fait en biphasique. Et ici, on voit une fixation qui est très peu hypermétabolique, donc de l'adénopathie rétropharyngée. Par contre, quand on fait un scanner, alors on peut discuter effectivement, est-ce que c'est le biphasique qui fait que ça se rehausse particulièrement bien, ou est-ce que c'est l'algorithme de reconstruction itérative plus performant chez les radiologues que chez nous qui font qu'on voit un peu mieux. Ça, on aurait pu en discuter avec Antoine, mais pour l'instant, moi je pense que c'est plus l'intérêt du biphasique. Mais avec les scanners plus performants qui sont intégrés à nos machines, on va avoir des reconstructions qui sont bien meilleures, et c'est vrai qu'on va peut-être pouvoir s'amender du biphasique. C'est ouvert à la discussion. La récidive du sinus piriforme droit ici. Et donc, ce que je voulais vous montrer sur cette image, c'est qu'en fait, la lésion initiale, quand on se met exactement sur le même plan de coupe, correspond en fait un petit peu au pôle supérieur du sinus piriforme droit. Donc, est-ce que la balistique de radiothérapie a été un petit peu juste? C'est forcément des questions qu'on peut se poser, mais l'avantage pour lui, je pense que c'est qu'un traitement par radiothérapie va pouvoir éventuellement être évoqué ou proposé, puisqu'on est vraiment au-dessus de la lésion. Donc,
tout ça, c'est ouvert effectivement à la discussion. Donc ce patient, on lui a proposé une PLT. Et une radiothérapie stéréotaxique robotisée, donc du CK, du CyberKnife, sur cette adénopathie rétropharyngée. Il a eu un lambeau du grand pectoral, on le verra un petit peu plus tard. Dans le cadre de la récidive, la TEP est performante, comme vous pouvez le voir. Elle est plus performante que la TDM ou l'IRM. Et c'était surtout ce papier que je voulais vous montrer, qui est sorti en 2016. La TEP injectée de contraste iodé est supérieure à la TEP non injectée de contraste iodé. Alors pas de beaucoup, certes, mais il semblerait qu'il y a quand même un petit avantage. Ça, c'est un algorithme qui peut être proposé également. On suspecte une récidive, on fait une TEP, négative, positive. Bon, c'est assez binaire, mais ça marche bien. Monsieur Thon, on revient à lui. Donc il a eu sa PLT, son lambeau en février 2018. On lui fait du CK sur l'adénopathie, on surveille. Donc c'est un examen de surveillance. Il n'y a pas de chirurgie, il n'y a pas d'éléments cliniques particuliers, si ce n'est celui-là sur lequel on va revenir. Mais l'adénopathie est stable, mais il n'y a absolument pas de modification. Alors il y a, dans mon souvenir, je crois qu'il n'y a pas trop d'études sur la fixation des adénopathies cervicales après CK. Alors il y a des études sur la fixation des lésions post-CK dans le poumon, dans d'autres lésions, mais dans les adénopathies cervicales post-CK, je n'ai pas la notion. Alors effectivement, ce n'est pas des localisations très fréquentes à irradier, c'est des niches, mais il n'y a rien qui évoque. Donc on a dit que c'était stable, donc on ne s'est pas trop mouillé, on n'a pas dit que c'était, on a dit que c'était stable. Ici, donc au scanner, on voit que ça a un petit peu régressé, il n'y a pas de prise de contraste, et donc la fixation est stable, mais par contre, morphologiquement, on ne voit plus de prise de contraste. Donc on s'est un petit peu mouillé malgré tout, puisqu'on a dit que ce patient en répondait morphologiquement, puisqu'il n'y avait plus de prise de contraste. Ça, c'est le lambeau que je vous ai montré un petit peu plus tôt. Ça, c'est la prothèse phonatoire trachéo-œsophagienne. Donc, il y a toujours une petite fixation à ce niveau-là. Quand c'est parfaitement circulaire et homogène, il faut être prudent. Il faut dire que c'est soit inflammatoire, soit physiologique. Et cette fixation ici, en fait, on avait une notion d'arthrite avec un antécédent récent d'abcès. Donc, je vais vous le montrer juste pour que vous sachiez pourquoi il y a cette fixation un petit peu homogène. En août 2019, donc il y a un mois, donc il revient parce que il est revenu en juillet 2019 parce qu'il se plaint d'une odynophagie. La panoroscopie montre une lésion du sillon amygdalo-gauche gauche à distance des précédentes lésions, et donc on fait le bilan d'extension de cette nouvelle lésion. Donc ici, on est clairement à distance des lésions initiales, puisqu'il n'y avait absolument pas d'atteinte oropharyngée à gauche. Et ici, on voit bien la prise de contraste, ici, avec une imprégnation du contraste avec le biphasique. Ici, vous voyez, c'est plus difficile. Alors, c'est vrai que c'est peut-être lié à la qualité du scanner, mais je pense que ce patient avait été injecté aussi, non pas en biphasique, mais de manière avec un temps portal. Donc, il n'y a pas d'imprégnation. Et donc, du coup, on a l'impression que la muqueuse et la sous-muqueuse est assez homogène, alors qu'ici, on a assez peu de doute sur la prise de contraste sous-muqueuse. On a découvert une autre lésion ici, donc basilinguale médiane. Donc en fait, c'est un patient qui avait deux lésions. Et on le voit bien ici, encore une fois, avec. Alors c'est moins évident que cette lésion, mais on pense deviner une petite hypodensité ici à ce niveau-là. Et par contre, ici, on ne voit absolument pas la prise de contraste est plus homogène, on ne voit pas de différents degrés de densité. L'adénopathie rétropharyngée, elle, progresse. Donc du coup, on est clairement face à une progression de la maladie. Et surtout, on observe une deuxième adénopathie rétropharyngée. Autre chose, pour ces patients qui sont opérés, il faut savoir qu'on coupe l'isthme thyroïdien. Donc, on peut se retrouver avec des remaniements un petit peu difficiles à interpréter. Et ici, il y avait une prise de contraste. Et quand on fait défiler les images, on voit quelque chose qui apparaît et qui disparaît. Donc c'est une structure nodulaire, c'est pas vasculaire. Donc on se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça prend le contraste? Qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est de la thyroïde. Et la thyroïde, les deux lobes thyroïdiens, ils sont complètement éclatés. Ils sont un là et un là. Et l'isthme n'existe plus. Et là, ce qu'on a découvert en plus de ça chez ce patient, c'est un nodule thyroïdien au sein de ce lobe résiduel à gauche. Donc pensez bien, pour ceux qui injectent du contraste iodé, pensez bien que ces structures nodulaires qui prennent le contraste, c'est de la thyroïde. Là, actuellement, le patient, donc, il a eu son premier cycle de carboplatine 5-fus et tuximab, et en fonction du traitement, on va l'irradier. Et donc, ce patient a déjà une TEP de prévue le 30 octobre prochain. Finalement, je suis très à l'heure, c'est bien. Donc, les pièges, on ne va pas pouvoir passer à côté des pièges. Les pièges, alors évidemment, je vous dirai un petit mot sur les pièges classiques, mais
Les cancers peu avides en FDG, les mucoépidermoïdes, c'est difficile notamment d'évaluer la réponse de ces lésions. La musculature de la langue, l'inflammation des muqueuses, tout ça, ce sont des choses qui doivent être connues. La toxicité cutanée de certains traitements, les glandes salivaires, l'ostéonécrose, et je vais vous montrer quelques exemples de justement l'ostéoradionécrose. Alors, l'ostéoradionécrose, ça va être... ça fixe. Donc du coup, on va être embêté parce que est-ce que c'est de la tumeur ou est-ce que c'est de l'ostéoradionécrose? Là, c'est une localisation typique d'ostéoradionécrose. Ça va concerner des molaires mandibulaires. Et c'est une fixation qui est assez homogène, qui reste circonscrite à la mandibule. Donc là, on est assez à l'aise pour évoquer une ostéoradionécrose plutôt que de la tumeur. Ici, une inflammation des muqueuses gingivales et linguales. Donc, alors, c'est pas tout à fait bien recalé, mais c'est de la muqueuse linguale, donc gingivale, pardon. Et ici, la muqueuse linguale qui fixe intensément le FDG, mais c'est de l'inflammation. Ça, c'est un patient que je trouve particulièrement intéressant, puisque vous voyez, il y a une toxicité cutanée au cétuximab. Vous voyez, donc le patient, il a une volumineuse lésion ici basilinguale très étendue, et vous voyez qu'il répond très bien au traitement. Mais par contre, qu'il y a plusieurs foyers de fixation, plusieurs lésions cutanées qui apparaissent, vous voyez ici. Et par conséquent, des ganglions qui apparaissent par rapport au précédent, vous voyez ici. Alors, il répond très bien sur la lésion, mais par contre, il y a plein de ganglions qui apparaissent, vous voyez, un ici. Donc du coup, on est gêné. Par contre, celui-ci qui avait été rendu comme positif répond quand même plutôt bien. Donc on est embêté et malgré tout, on sait qu'il faut être vigilant à ça, c'est ces petits ganglions réactionnels qui vont apparaître avec une toxicité au cétuximab. Alors pour le larynx, j'ai mis la fixation à la graisse brune ici parce qu'on peut le voir aussi dans l'oropharynx, mais bon, je l'ai mis ici. La compensation de la corde vocale contralatérale, j'ai mis un bel exemple. Alors vous le connaissez tous, mais j'ai quand même un très bel exemple, je vais vous le montrer. Une radionécrose des cartilages laryngés ou de la mandibule, et ça, il y a un très bel article. J'ai hésité à vous mettre des images de cet article parce que j'ai mis aucune image d'article, mais c'est un des 3 articles que j'ai mentionné qui a été publié dans Radiographics. Ces 3 articles sont vraiment intéressants et on voit bien la radionécrose des cartilages laryngés. Il faut être très prudent parce que c'est très facile de se tromper. C'est très facile de se tromper et donc par conséquent, il ne faut pas hésiter à faire des images, à refaire des examens à distance. Parce que, notamment s'il n'y avait pas d'atteinte laryngée initiale. Ça, c'est vraiment important. Le suite de trachéotomie et les prothèses phonatoires. Alors, la paralysie récurrentielle gauche, bon, c'est vrai que je suis obligé de le mettre, mais la fixation de la corde vocale contralatérale, on le connaît tous, mais là, je trouvais que cet exemple était particulièrement joli, puisqu'on voit vraiment la paralysie de la corde vocale qui est hémiplégique, et donc avec une compensation contralatérale. Là, c'est vraiment l'image typique de la compensation contralatérale face à cette corde vocale qui est paralysée. Là, alors, si on ne le sait pas, on ne peut pas le savoir. Ça, c'est de l'injection de collagène pour une paralysie de la corde vocale. Donc, ça fixe énormément, mais en fait, cette corde vocale a été paralysée, donc on a injecté du collagène pour qu'elle puisse se mettre en hémiplégie, pour que le patient puisse parler. Là aussi, c'est du tableau de chasse, hein, pseudomyxome des cordes vocales. Alors c'est vrai qu'on n'aurait pas nécessairement décrit, alors on aurait pu éventuellement décrire parce qu'on a une diplégie des cordes vocales qui est très limitée, mais franchement, ça c'est pas quelque chose qu'on décrit, hein, donc c'est vraiment pour illustrer un petit peu le propos, la prothèse phonatoire, bon, voilà. Voilà mon propos qui était je suis assez content, je pensais que j'allais tenir, que j'allais dépasser puisqu'il y a pas mal de diapos. Pour conclure, les recommandations de bonnes pratiques cliniques pour l'utilisation de la TEP en cancérologie, que j'ai trouvé très bien, très exhaustive, et je pense que Ronan, tu faisais partie du comité de rédaction, donc merci de nous faire l'honneur d'être là ici avec nous. Il y a quand même une chose que j'ai regrettée dans ces recommandations, et c'est la seule chose. La TEP OFDG recommandée pour l'évaluation initiale, stade avancé 3-4, ça ne change pas par rapport à la dernière fois. Ça, il me semble que ça apparaît, donc c'est la recherche d'une localisation synchrone qui pourrait modifier les traitements ultérieurs. Donc en pratique, vous pouvez faire de la TEP OFDG pour tous les bilans d'extension initiaux. C'est un peu ça que ça veut dire. Ce que je regrette par contre, c'est que
pour un niveau de preuve qui est quand même assez élevé, les recommandations ne se soient pas assez mouillées sur l'injection de produits de contraste iodé. Ça fait partie effectivement du dernier chapitre de recommandations, mais ça n'apparaît pas dans les synthèses. Dans la synthèse qui existe, donc je vous invite à lire le thésaurus, mais dans la synthèse ça n'apparaît pas et pourtant c'est un niveau de preuve B1. Et pour moi, et pour les études, plus que pour moi d'ailleurs, l'injection de produits de contraste iodé améliore les performances de l'examen pour le bilan d'extension loco-régional. Ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas hésiter à injecter du contraste iodé. Et si vous injectez du contraste iodé, on ne va pas vous en vouloir si vous ne faites pas un compte-rendu de radiologue. Ça, c'est un compte-rendu de radiologue avec du contraste iodé. D'accord? Donc, n'ayez pas honte d'injecter du contraste iodé. Il n'y a pas d'indication, il n'y a pas de conclusion. Et ça, c'est le compte-rendu d'un des patients que je vous ai présenté. Hein. D'accord? Donc si vous injectez du contraste iodé, c'est pour vous, pour bien voir les images et les structures. C'est pas pour faire un compte-rendu de radiologue. C'est pour que vous soyez vraiment à l'aise pour interpréter vos examens. La maladie résiduelle et la récidive et la surveillance, elle est recommandée en cas de suspicion de récidive pour le bilan de stratification de la récidive avérée. La TEP-OFDG peut être proposée en fin de traitement pour l'évaluation thérapeutique à la recherche d'une maladie résiduelle. La TEP-OFDG n'est pas actuellement recommandée pour l'évaluation thérapeutique intermédiaire et peut être proposée dans la surveillance systématique. Alors, quand je reviens sur mon niveau de preuve B1 ici, ça c'est un niveau de preuve B1 aussi. Donc c'est une petite critique à l'égard de Ronan. Mettre ça dans la synthèse pour un même niveau de preuve scientifique, c'est un petit peu dommage qu'on ne se soit pas un petit peu plus mouillé sur l'injection de produits de contraste iodé, mais il y a certainement des raisons qui sont vraisemblablement politiques vis-à-vis de nos collègues radiologues, je pense, mais j'en sais rien. Pour ce qui est de l'adénopathie cervicale métastatique sans primitif connu, évidemment, ça c'est évident. Recherche de tumeurs primitives en cas d'adénopathie métastatique cervicale sans cancer primitif connu, réalisée de préférence avant la réalisation des biopsies pharyngées, et je suis sûr que vous l'avez tous déjà fait, vous vous dites tous, bah, ça ne m'a pas gêné, finalement, il n'y a pas de problème, mais c'est quand même recommandé, compte tenu des risques de faux positifs induits par les remaniements inflammatoires. C'est un risque, c'est pas systématique, mais c'est un risque qu'il ne faut pas négliger.